Donc, pour la dernière communication, c'est Manon de Goutin, voilà, merci Manon, de Bordeaux. Donc, autour de la paraplégie spastique, du coup, de l'élargissement du spectre phénotypique associé aux variants bialléliques du gène SPAST. Tu vas nous dire tout ça. Très bien, merci Manon. Donc, bonjour, je m'appelle Manon Desgoutins, je suis interne de génétique au CHU de Bordeaux. Donc, j'aimerais remercier les organisateurs qui me permettent aujourd'hui de vous présenter mon travail sur l'élargissement du spectre phénotypique associé aux variants bialléliques de SPAST. Donc, le gène SPAST et les variants hétérozygotes du gène SPAST sont bien connus, mais plutôt des généticiens et des neurologues de la filière Brain Team plutôt que des sciences, pour donner la paraplégie spastique de type 4 ou SPG4. Donc, c'est la forme la plus fréquente de paraparésie spastique de transmission dominante ou sporadique. Et ça donne en majorité une paraparésie spastique qui est pure, donc qui associe des troubles de la marche, une raideur, un syndrome pyramidal des membres inférieurs et des troubles vésico-sphinctériens. Les formes complexes sont plus rares et donc peut s'y associer une ataxie cérébelleuse, une neuropathie, et donc plus rarement des troubles du neurodéveloppement et une épilepsie qui sont essentiellement liés à des variants faux sens de novo dans le domaine AAA de la protéine. Et ce qui caractérise SPG4, c'est une grande variabilité inter- et intrafamiliale, notamment sur l'âge de début, jusqu'à une pénétrance incomplète dans certaines familles, avec certaines familles où il peut y avoir une forme de début précoce chez un des apparentés et une forme très tardive, voire ou polysymptomatique chez un autre apparenté. Donc ici, j'ai repris les travaux de l'équipe de la Pitié-Salpêtrière qui a fait une grande caractérisation d'une grande cohorte de patients SPG4 qui ont montré 2 pics d'incidence donc dans SPG4, un dans la première décennie et un entre 30 et 50 ans. Dans leur cohorte, la majorité des patients étaient porteurs de variants perte de fonction et les variants faux sens clusterisés dans le domaine AA de la protéine et étaient associés à un début plus précoce chez ces patients et à plus de formes complexes. Donc, le gène SPAST code pour la spastine, qui est une enzyme de clivage des microtubules via une activité ATPase. Et donc, le clivage de ces microtubules permet une meilleure élongation, une meilleure stabilité du réseau de microtubules. La spastine est également impliquée dans le métabolisme lipidique et les interactions avec le réticulum endoplasmique et les gouttelettes lipidiques. La spastine est retrouvée sous 2 isoformes principales, l'isoforme M87 qui est l'isoforme ubiquitaire et l'isoforme M1 qui est l'isoforme qui est enrichie au niveau du système nerveux central. Et dans la littérature, on retrouve très peu de descriptions de patients avec des variants bialléliques de SPAST. Donc, De Bott et al, dans une grande cohorte hollandaise en 2010, décrivaient 2 frères avec une paraparésie spastique pure, débutée vers 30 ans, et des parents hétérozygotes pour le variant qui sont restés asymptomatiques jusqu'à la fin de leur vie. Cruz, Camino et al, en 2020, décrivaient un frère et une sœur avec une encéphalopathie épileptique et une tétraparésie spastique, avec, chez des apparentés hétérozygotes, un phénotype de paraparésie spastique pure. Et Varga et al, en 2022, dans une grande cohorte canadienne, décrivait une patiente avec un trouble du développement intellectuel et une tétraparésie de début précoce, mais sans qu'il y ait plus d'informations cliniques. Également, on connaît bien le variant S44L, qui est un variant hypomorphe de SPAST, qui n'est pas pathogène à l'état hétérozygote ou à l'état homozygote, mais qui peut faire varier la sévérité quand il est situé en transe d'un variant pathogène. Donc, comme Camille tout à l'heure, je vais partir d'une histoire de consultation pour décrire un petit peu d'où vient ce travail. Donc, on a vu en consultation de neurogénétique à Bordeaux, monsieur et madame A, donc, qui sont mariés, qui viennent tous les deux pour des troubles de la marche avec un antécédent familial de SPG4. Ils sont cousins germains. À l'examen clinique, ils ont tous les deux un syndrome pyramidal des membres inférieurs et donc on recherche le variant STOP chez tous les deux et ils sont tous les deux porteurs du variant STOP familial. Et en reprenant l'histoire familiale, en fait, on se rend compte qu'ils ont eu 2 enfants, 2 fils qui sont décédés il y a une dizaine d'années d'un syndrome neurodégénératif non étiqueté. Et il s'avère qu'on avait un stockage ADN de ces 2 enfants au laboratoire à Bordeaux. Et donc, on les a envoyés au docteur Guillaume Bataille à Paris pour faire le séquençage Sanger. Et il s'est avéré que les 2 enfants étaient homozygotes pour ce variant STOP.
On a aussi réalisé un exome en quatuor pour rechercher une autre cause qui pourrait expliquer ce syndrome neurodégénératif chez ces 2 enfants, et on n'a pas trouvé d'autres variants potentiels. Et donc, à partir de là, on a essayé de réunir d'autres patients porteurs de variants bialléliques de SPAST. Et on a réussi à monter une cohorte de 9 patients issus de 6 familles différentes avec des variants homozygotes dans SPAST. Le diagnostic a été fait dans la cohorte par séquençage sanguin ciblé donc chez nos 2 patients, panel paraparésie spastique ou par séquençage d'exome. Et donc, on a réalisé une description clinique rétrospective des cas. Donc, je sais pas si c'est... Ouais. Donc, en bleu clair, c'est des patients qui sont porteurs de variants faux sens homozygotes, et en bleu foncé qui sont porteurs de variants stop homozygotes. Et en fait, on retrouve un peu 2 clusters de sévérité dans nos familles et chez nos patients, avec donc à l'extrême du spectre, au plus léger, des patients avec un phénotype de paraparésie spastique de type SPG4 assez classique finalement, avec une spasticité qui se développait dans la première décennie, voire dans la première année chez certains patients, sans trouble du neurodéveloppement, mais ils n'ont pas eu d'examen plus poussé, mais en tout cas avec des scolarités classiques sans problème, et des IRM cérébrales normales et des EEG normaux. Et par contre, à l'autre extrémité du spectre, on a identifié 4 patients avec des tableaux neurologiques sévères d'encéphalopathie dégénérative. Donc, chez nos 2 patients bordelais, ce qu'on retrouvait, c'était un trouble du neurodéveloppement avec un retard d'acquisition de la tenue assise, pas de marche acquise, et à partir de 18 mois, une régression des acquisitions avec une perte de la station assise qui avait été acquise, pas de langage oral et une épilepsie généralisée chez l'un de nos 2 patients qui était pharmacosensible. Ils ont évolué vers un tableau d'encéphalopathie neurodégénérative sévère avec des troubles de déglutition, et ils sont tous les 2 décédés dans la 2e année de vie d'une pneumopathie d'inhalation. On a également recueilli plus d'informations cliniques concernant la patiente canadienne qui avait été précédemment décrite. Donc, c'est une patiente qui a présenté une spasticité dès l'acquisition de la marche, avec une neurodégénérescence progressive, avec une perte de la marche et une perte des acquisitions du langage et l'apparition de troubles de la déglutition, et qui actuellement est dans un état grabataire. Et on a également identifié une patiente indienne, donc une petite fille qui a présenté un syndrome des spasmes infantiles à 4 mois de vie, pharmacorésistant, et qui a donc évolué avec une encéphalopathie développementale et épileptique et une tétraparésie spastique avec pas d'acquisition motrice et pas d'acquisition du langage et un trouble du développement intellectuel profond. Donc finalement, dans cette cohorte, on identifie 2 phénotypes. Un phénotype de paraparésie spastique pure, sans trouble du neurodéveloppement a priori, mais de transmission autosomique récessive, et un tableau neurologique sévère avec tétraparésie spastique, régression psychomotrice et trouble du développement intellectuel sévère à profond, qui n'avait pas été décrit avec ce niveau de sévérité associé à des variantes du gène SPAST. Sur le plan génétique, on a identifié 5 variants différents, 2 variants stop qui avaient déjà été décrits pathogènes dans la littérature et 3 variants faux sens qui n'avaient jamais été décrits, mais qui sont rares et prédits pathogènes in silico et situés dans des domaines fonctionnels de la protéine. Donc ici, vous avez la représentation des variants sur le gène. Le variant qui nous a le plus intéressé, notamment, c'est le premier en 153. Parce que c'est un variant stop qui est situé dans le domaine N-terminal de la protéine, donc en amont du codon initiateur de l'isoforme M87. Ça veut donc dire qu'a priori, ce variant stop, il entraîne une perte complète de l'isoforme M1, mais il ne touche pas l'isoforme M87 et il est quand même responsable d'un symptôme de paraparésie spastique sévère. Donc c'est un des variants qui est associé à un phénotype sévère chez une patiente. Donc c'est la plus grande cohorte de patients porteurs de variants homozygotes du gène SPAST, mais c'est une cohorte rétrospective. On avait beaucoup de données manquantes, notamment sur
le profil cognitif des patients. On n'avait pas d'évaluation neuropsychologique fine, et notamment des patients sans troubles du neurodéveloppement déclarés. On décrit un nouveau phénotype associé au gène SPAST, avec ce phénotype de déficit intellectuel sévère à profond et de régression psychomotrice. Et alors l'effectif est bien trop petit pour parler de corrélation génotype-phénotype, mais 3 des 4 patients avec le phénotype sévère sont porteurs de variants perte de fonction biallélique. Donc je vous ai parlé du variant 153 qui entraîne une perte complète de l'isoforme M1. L'isoforme M1, c'est l'isoforme qui porte le domaine N-terminal, ce qui voudrait dire que la perte des interactions avec le réticulum endoplasmique et les gouttelettes lipidiques, finalement sans altération du domaine de liaison et de clivage des microtubules, est suffisamment pathogène pour être responsable d'un phénotype, même sans atteinte de l'isoforme ubiquitaire de SPAST. Et chez les parents porteurs hétérozygotes, on a à la fois des porteurs hétérozygotes asymptomatiques ou des patients avec un SPG4 classique. Et on a l'impression d'une corrélation entre la sévérité phénotypique et le nombre de copies du variant pathogène. Dans les familles où les parents hétérozygotes ou les apparentés hétérozygotes sont symptomatiques, c'est dans ces familles-là que les enfants homozygotes présentent un trouble du développement intellectuel sévère à profond. Et dans des familles où les porteurs hétérozygotes restent asymptomatiques, on a plutôt chez les enfants un tableau de SPG4 classique et donc qui serait lié à des variants sûrement plus hypomorphes, qui n'auraient pas de conséquences pathologiques à l'état hétérozygote, mais qui seraient pathologiques uniquement à l'état homozygote. Donc au total, les variants bialléliques de SPAST sont responsables d'un continuum phénotypique qui peut aller d'un SPG4 classique, mais de transmission autosomique récessive, à une maladie neurodégénérative infantile. Et c'est une information qui est importante pour le conseil génétique. Là, dans la famille que je vous ai présentée, c'est une famille avec de multiples boucles de consanguinité. Et dans la pratique, pour SPG4, il y a très peu de demandes des familles de diagnostic prénatal. Mais en sachant ce risque de tableau très sévère à l'état homozygote, c'est une information qui a été importante à donner dans cette famille. Et donc, la perte complète de l'isoforme M1 est associée à un tableau de paraparésie spastique complexe. Si ça vous intéresse, l'article a été publié en décembre. Donc, je tenais à remercier les patients et les familles qui ont participé et tous les collaborateurs qui m'ont aidé, notamment le professeur Cyril Goisé et le docteur Chloé Angelini qui m'ont encadré à Bordeaux pour ce travail. Merci Manon.